Mais du coup, une question devient inévitable. S'il s'agissait d'avions militaires télécommandés et non d'avions de ligne, alors que sont devenus tous les passagers? Il est certain que personne ne peut répondre à cette question. Mais nous savons une chose, c'est que dès les années 60, la CIA avait déjà développé des plans d'opération secrètes prévoyant un échange entre un avion plein de passagers et un drone militaire. L'un de ces plans, appelé Opération Northwood, détaillait comment substituer un avion de ligne par un drone sans que le contrôle aérien s'en aperçoive. Après l'échange, l'avion civil allait atterrir sur une base militaire. Le drone poursuivait la route prévue, apparaissant sur les radars comme l'avion original et était téléguidé vers sa cible. Nous ne savons pas ce que sont devenus les passagers, mais une chose est sûre, ceux qui ont appelé leurs proches avec des téléphones mobiles n'ont pas pu le faire depuis les avions en vol. Peu après le crash du vol 93, des rumeurs circulaient à propos d'appels effectués par plusieurs passagers utilisant leur portable depuis les avions détournés. We are being hijacked. We are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. And tonight we're getting reports of cell phone calls from at least 3 of those 4 flights. On the second flight that came out of Boston, that was the second flight of the day and also went into one of the Twin Towers of the World Trade Center, there was a businessman who got off 2 cell phone calls to his father. CNN commentator Barbara Olson, wife of U.S. Solicitor General Ted Olson. She reportedly called her husband twice on a mobile phone to tell him her plane was being hijacked. Le problème est qu'en 2001, il était pratiquement impossible d'appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol. Le principe de base de la téléphonie cellulaire est qu'elle utilise des transmetteurs à basse consommation pour des raisons de coût et aussi pour augmenter la durée des batteries. C'est à l'antenne réceptrice au sol de capter et d'amplifier leur signal avant de le rediriger sur le réseau de communication. Il est communément admis qu'au-dessus de 3000 mètres, la plupart des téléphones mobiles cessent d'être utilisables. Les avions de ligne circulent normalement vers 10 000 mètres d'altitude. Les auteurs de Popular Mechanics soutiennent pourtant que les téléphones cellulaires continuent à fonctionner depuis un avion en vol, même aux plus hautes altitudes. David Dunbar. With regard to the cell phones, we did what any reporter would do. We talked to experts in the field, and in fact cell phones do work at that altitude, up to 35,000 feet and higher. And in 2001? In 2001, and it might be instructive for you to talk to some of the cell phone experts. Plutôt que de s'en remettre aux experts, la télévision japonaise a décidé de faire le test elle-même. En 2003, ils ont mené une expérience près de l'Ontario, au Canada, afin de vérifier la portée des téléphones cellulaires à différentes altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. 3 cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. What's up? Just asking if everything sounds okay? The results were the same with the other 2. Next we went up to 4,000 feet. Then... No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the 3 cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. Mais au-delà du problème de l'altitude qui rend ces téléphones inopérants, se pose celui de la vitesse. Appeler avec un téléphone mobile depuis un avion, ce serait comme le faire depuis une voiture roulant à 800 km/h. La connexion devrait continuellement passer d'une station réceptrice à la suivante, et ainsi de suite. La procédure de transfert entre 2 antennes réceptrices est appelée handoff et repose sur une triangulation permanente entre les tours réceptrices pour déterminer la position exacte de l'appelant. Quand l'unité mobile approche de la zone de handoff, la première tour voit le signal s'affaiblir et se prépare à transférer l'appel à la seconde. Quand cette dernière capte un signal suffisamment fort pour le prendre en compte, la procédure de transfert est activée. Si tout va bien, l'appel est rerouté dans le système par la nouvelle antenne réceptrice. Mais la vitesse à laquelle un avion traverse les zones de handoff est tellement élevée que les tours n'ont pas le temps d'effectuer les procédures de transfert. L'appel serait donc coupé et la personne devrait recommencer son appel depuis le début. Si l'on cumule les problèmes posés par l'altitude et par la vitesse, il devient évident que les chances de pouvoir appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol sont pratiquement nulles.
Même après 2001, les problèmes d'altitude et de vitesse sont restés inchangés. Dans un article du Washington Post daté de 2005, on peut lire « La plupart des téléphones mobiles ne peuvent pas atteindre les antennes réceptrices quand ils sont à plus de 3000 mètres d'altitude. L'autre obstacle technique consiste à pouvoir transférer l'appel d'une tour à l'autre lorsque l'appareil se déplace à 800 km/h. » Et même 10 ans après le 11 septembre, ceux qui essaient d'utiliser leur téléphone mobile depuis un avion en vol obtiennent le même résultat. Une fois qu'il fut clairement établi que les passagers n'avaient pas pu appeler avec leur téléphone portable depuis les avions, la version officielle sur ce sujet s'est faite considérablement plus confuse et ambiguë. Theodore Olson, qui avait dit à la presse avoir reçu 2 appels portables de sa femme Barbara, a changé sa version par la suite, expliquant qu'elle avait en réalité utilisé un téléphone de bord. Et lorsque le rapport de la commission fut publié en 2004, il ne restait plus qu'une seule mention, très générique, de ces appels téléphoniques, à savoir, à un moment donné, les passagers et les membres d'équipage ont commencé à effectuer toute une série d'appels depuis les téléphones de bord de la compagnie GTE et depuis leurs portables. Il n'est pas précisé lesquels ont été passés avec les portables et lesquels avec les téléphones de bord. Lors du procès Moussaoui, les autorités ont soigneusement évité d'être trop précises à ce sujet. Cette animation flash fait partie de la documentation officielle. Elle contient toutes les informations essentielles sur les 4 avions détournés. En cliquant sur l'un des vols, on peut voir la liste des passagers. Et si l'on clique sur l'icône du téléphone, en bas, les passagers qui ont passé les appels sont surlignés. En cliquant sur le nom des passagers, on voit la liste des appels. Pour chacun des appels, nous sont fournis l'heure de début, la durée, la partie initiale du numéro appelé et le nom de la personne qui a reçu la communication. Mais le numéro d'où est parti l'appel n'est jamais indiqué. La seule information disponible est l'endroit dans l'avion d'où est parti cet appel, dans ce cas la rangée 30. Comme si les autorités voulaient suggérer que ces appels avaient été passés depuis les téléphones de bord, sans toutefois l'écrire noir sur blanc. Dans 2 cas seulement, les autorités précisent qu'il s'agissait de téléphones portables. Le premier était destiné au numéro des urgences aux USA, le 911, et a été effectué par un passager qui s'était enfermé dans les toilettes qui n'ont pas de téléphone de bord. Le deuxième est un appel passé par l'hôtesse de l'air Cissy Lyles à son mari, qui décrira plus tard à la télévision sa surprise d'avoir reçu un appel du portable de sa femme. Once the phone got disconnected, then I sat up in the bed like it was like I just woke up. I'm like, was that a real call? So I looked at the caller ID and noticed that it was a call and it was from her cell phone. And I'm like, okay, wait a minute. How can she call me from on the plane from a cell phone, because cell phones don't work on a plane? That's what I'm thinking. Et puisque seuls ces 2 appels de portable ont été reconnus par les autorités, les debunkers ont tous adopté la position de seulement 2 appels en provenance de téléphones portables. Le telefonate non sono state fatte con il cellulare, sono state fatte con gli earphone. In soli 2 casi è stato usato un cellulare, quindi quelle 2 telefonate brevissime, frammentarie, sono state fatte quando l'aereo era una quota perfettamente compatibile con la rete cellulare americana. Mais il y a d'une part les appels de portable admis officiellement et d'autre part les appels qui ont réellement eu lieu. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le FBI a interrogé plusieurs personnes qui avaient reçu des appels de leurs proches depuis les avions. Et leur rapport raconte une histoire tout à fait différente. L'un de ces rapports explique qu'à partir d'environ 6h30 du matin PST, c'est-à-dire 9h30 heure de New York, Dina Burnett a reçu entre 3 et 5 appels du portable de son mari, Thomas Burnett. Madame Burnett a pu vérifier que son mari utilisait bien son portable car l'identification de l'appelant montrait son numéro de portable. Pour l'un seulement de ces appels, le numéro de l'appelant n'était pas visible car elle était déjà en ligne avec quelqu'un d'autre. D'après la documentation officielle, Thomas Burnett a passé 3 appels. Le premier à 9h30, le deuxième à 9h37 et le troisième à 9h44. Et donc, Burnett a utilisé son téléphone portable pour au moins 2 de ces 3 appels. À 9h30, l'avion se trouvait à 10 000 mètres d'altitude et continuait de monter. À 9h37, il volait vers 11 000 mètres et montait toujours. À 9h44, il était encore à 6 700 mètres d'altitude et se déplaçait à 600 km/h. Aucun de ces appels ne paraît envisageable avec un téléphone cellulaire depuis cet appareil en vol. D'après un autre rapport, un passager du vol United 93, Jeremy Glick, a vu les pirates de l'air dans l'avion et a utilisé son portable pour appeler Madame Mackley, sa belle-mère, pour la prévenir du détournement et parler à sa femme Lisbeth. D'après le FBI, Lisbeth n'a entendu aucun bruit de fond particulier pendant cet appel, la ligne était de bonne qualité, comme s'il appelait depuis la pièce d'à côté.
La communication avec le portable a été interrompue à 9h55. Glick a appelé à 9h37, ce qui signifie que la communication a duré 18 minutes sans interruption pendant que l'avion volait entre 11 000 et 3 000 mètres d'altitude, à la vitesse moyenne de 600 km/h. Si cet appel a bien été émis depuis l'avion en vol, seul un miracle a permis à cet appel de durer aussi longtemps. Lauren Grancola possédait un téléphone portable et il semble qu'elle l'ait prêté à une autre passagère, Honor Wanio. Wanio a appelé ses parents à 9h53, au moment où l'avion volait à 3000 mètres d'altitude et presque 700 km/h. Elsa Strong a reçu un appel de portable de sa sœur, Liza Gronlund, une des passagères du vol United 93. Gronlund a appelé sa sœur à 9h46, alors que l'appareil se trouvait encore à 5000 mètres d'altitude et volait à 600 km/h. Marion Brighton se trouvait elle aussi à bord de United 93. Son fiancé a reçu un appel du portable de Marion pendant le détournement. Elle expliquait à son petit ami, Fiyu Mano, qu'elle avait emprunté le téléphone portable d'une passagère. Marion a appelé Fiyu Mano à 9h49 alors que le vol United 93 se trouvait à plus de 4000 mètres et volait à presque 600 km/h. Peter Hanson, un passager du vol United 175, a contacté sa mère avec son téléphone portable et lui a dit que l'avion avait été détourné. Le père de Peter, Lee, a dit qu'il a résisté à la tentation de rappeler son fils car il ne voulait pas le mettre encore plus en danger en faisant sonner son téléphone portable dans l'avion. Peter Hanson a appelé 2 fois ses parents, à 8h52 et à 9h. À 8h52, l'avion volait à plus de 10 000 mètres d'altitude. À 9h, il se trouvait encore à plus de 5000 mètres et se déplaçait à la vitesse extraordinaire et pour tout dire pratiquement impossible de 900 km/h en arrivant proche du niveau de la mer. Brian Sweeney était également l'un des passagers du vol United 175. Le FBI a écrit que, lorsqu'elle a eu connaissance des attentats, sa femme, Jolie Sweeney, est revenue à la maison et a trouvé sur son répondeur un message que son mari lui avait laissé avec son portable. Sweeney a passé son appel à 8h58 entre les deux appels d'Hanson alors que l'avion volait à plus de 7000 mètres d'altitude. Même s'il est possible d'envisager que l'un de ces appels ait réussi à se connecter momentanément par une série de coïncidences fortuites, il est évident que tous n'ont pas pu être passés depuis les avions détournés. Question. Étant donné les limites du système de téléphonie cellulaire en 2001, pouvez-vous démontrer que les appels des passagers effectués avec leur téléphone portable et mentionnés dans les rapports du FBI ont pu être effectués à haute altitude aux vitesses indiquées et pour les durées précisées pour chacun d'entre eux? Nous savons que les appels ont bien été passés, puisque personne n'a jamais douté du fait que des proches les ont reçus. Cela nous amène à l'hypothèse assez dérangeante de la substitution des avions. Les passagers auraient pu être contraints d'appeler leur famille, de prétendre qu'ils étaient à bord, alors qu'en réalité ils avaient déjà atterri quelque part. Plusieurs faits plaident en faveur de cette hypothèse. L'un d'eux est l'appel passé par un téléphone de siège depuis le vol 93 par Todd Biner à une opératrice de la société GTA, Liza Jefferson. C'est par Liza Jefferson que le monde entier a eu connaissance du fameux cri de guerre « Let's roll, allons-y ». When he told the guys, "Are you ready?" I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, "Okay, let's roll." La commission du 11 septembre a établi que le détournement avait débuté à 9h28. Todd Beamer a contacté Liza Jefferson à 9h43, soit 15 minutes après le début du détournement. Le rapport du FBI confirme que Jefferson a bien reçu l'appel de Beamer vers 8h45 heure centrale, soit 9h45 sur la côte Est. Mais la teneur de la conversation ne correspond pas au récit officiel. D'après Jefferson, Beamer a appelé pour les avertir du détournement imminent de l'avion. Il a déclaré que 3 individus, 2 avec des couteaux et 1 avec une bombe fixée à sa ceinture rouge, se préparaient à prendre le contrôle de l'avion. Jefferson estime avoir parlé avec Beamer pendant 7 minutes avant que les pirates de l'air armés de couteaux ne réussissent à s'emparer du cockpit. Cela place le détournement à 9h52, alors qu'il est officiellement survenu à 9h28, l'écart est énorme. Comment Beamer a-t-il pu décrire des événements censés se dérouler sous ses yeux alors qu'ils avaient déjà eu lieu presque une demi-heure avant? Comment les terroristes ont-ils pu se préparer à prendre le contrôle du vol à 9h45 alors qu'ils se trouvaient déjà dans le cockpit depuis 15 minutes? Le FBI a également écrit que Jefferson avait remarqué l'inhabituelle absence de bruit de fond durant l'appel, chose que Liz Glick avait également notée. De plus, les enregistrements montrent que l'appel de Beamer a duré pratiquement 1 heure et que la ligne est restée connectée après le crash. « Nous n'avons jamais été coupés », a déclaré Jefferson. « Quand une ligne est coupée, on entend un son différent. Je n'ai jamais perdu la connexion. C'est juste devenu silencieux. »
D'après le FBI, Jefferson est resté à l'écoute jusqu'à ce qu'elle apprenne que le vol 93 s'était écrasé. Question. Étant donné que les téléphones de bord sont alimentés par le système électrique de l'avion, comment une ligne peut-elle rester connectée 45 minutes après la désintégration complète de l'appareil au sol? Tout cela nous amène à nous demander si Beamer était réellement à bord de l'avion en train d'observer les événements, ou bien s'il ne faisait que dépeindre depuis un autre lieu une situation imaginaire écrite au préalable. Pour accréditer cette hypothèse, il y a aussi le message tragique de l'hôtesse Cissy Liles laissé sur le répondeur de son mari juste avant qu'elle ne lui parle brièvement depuis son portable. Comme elle le suggère elle-même, nous devons écouter très attentivement. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them. Là aussi, nous pouvons remarquer l'absence du bruit de fond typique à bord des avions. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. Après avoir dit au revoir, elle semble réajuster le combiné et murmurer quelque chose dans le micro. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Même après plusieurs écoutes, il est difficile d'entendre d'autres mots que « it's a frame ». C'est un coup monté. Quoi qu'il en soit, les questions soulevées par les appels téléphoniques n'y changent rien. Les appels de téléphone portable confirmés par le FBI ne peuvent pas avoir été donnés depuis les avions en vol. Il faudra que quelqu'un explique d'où ils provenaient.